Et bonsoir, 19h35. Nous voici prêts pour ce troisième live avec vous-même. Bonne rentrée à tous. Bonne rentrée à tous les enseignants, profs et demain premiers élèves. En tout cas, c'est votre rentrée des classes à vous aussi. C'est la mienne. Je commence comme les profs. Et on va parler de quoi ce soir? On va parler de ce que vous voulez. Oui, pardon, j'avais un petit doute sur la vidéo. Il y avait deux sujets qui sont, on va dire, confrontés, puisque je vous rappelle que c'est vous qui choisissez vos sujets desquels on va parler. Je fais que répondre à vos demandes. Il y avait un des sujets, c'était quel est le lien entre l'inconscient et la maladie? En gros, comment on devient malade à cause de l'inconscient? Je préfère vous renvoyer vers ma page YouTube. Vous l'aurez dans le lien dans les commentaires. Parce qu'il y a déjà 1 heure et quelques de conférences avec diaporama à l'appui qui explique en détail tout ça. C'est quelque chose que j'ai enregistré il y a un moment et je préfère aujourd'hui parler du deuxième sujet qu'il y avait, qui en fait est le premier égalité puisque c'est le même. Il y avait la peur de l'échec affectif et en même temps la peur de la solitude. C'est pas la même chose, a priori, alors que, en fait, si. Pourquoi on a peur d'être en échec affectif? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est inquiet et à l'idée d'être seul? Être seul, ça veut dire n'avoir personne pour nous. Personne qui nous aime, personne qui est là pour nous, personne avec qui on peut s'épancher, pleurer et partager. C'est notre sens de vie. Nous sommes des êtres sociaux avant tout, grégaires, on pourrait dire, si on parle des animaux. Les animaux ont toujours grandi en groupe, nous, êtres humains, aussi. Rappelez-vous qu'on descend des singes et que ces singes-là vivaient en groupe, et c'est parce qu'ils étaient en groupe qu'on pouvait s'entraider les uns les autres, qu'ils sont arrivés à survivre et à donner, nous, dans notre belle planète qu'on est en train de bousiller, mais ça, c'est un autre sujet. Du coup, notre inconscient, archaïque, notre cerveau limbique, comme on appellerait les spécialistes du cerveau, les psychologues, psychiatres, etc., avec qui je suis d'accord, c'est notre cerveau limbique, il n'y a pas de souci. Il est habitué à vivre en groupe. Donc vivre seul, c'est être en danger. En danger, pourquoi? En danger parce qu'on ne peut pas se nourrir tout seul. Même si je suis un chasseur fort, puissant, qui n'a peur de rien, même ça, je suis en danger. Je suis en danger parce que je ne peux pas chasser tout seul dans la jungle. Si je chasse tout seul, pardon, je suis la proie. Parce qu'il y a des meutes de loups. Je deviens une proie potentielle. Il n'y a que quand je suis en groupe que je peux chasser en me défendant et en étant potentiellement efficace. Parce que un lapin de lapin, c'est gentil, mais un cerf, c'est quand même plus sympa. Et a fortiori un mammouth, là, on a de manger pour des mois. Tout seul, un mammouth, pas possible. Donc, cette peur de la solitude, elle parle de la solitude du groupe, du danger de ne pas être en groupe. Ok. L'échec affectif, ça a quoi à voir avec ça? Si on est en échec affectif, en fait, on va se retrouver en manque d'amour. L'échec affectif, c'est je n'arrive pas à être aimé, je ne me sens pas aimable. Et quand je me sens pas aimable, ça m'emmène à quoi? Encore dans la grotte.
encore de la grotte de l'homme préhistorique. L'enfant de l'homme préhistorique, il a deux besoins vitaux, un de sa mère et un de son père. Il a besoin que son père le reconnaisse comme son fils, parce que comme c'est lui le pilier du clan, le chef du clan, le chef de la petite famille qui forme, c'est lui qui va déterminer si oui ou non il peut rester à l'intérieur du clan, de la grotte, à l'abri. Donc il va survivre. Donc si papa ne me reconnaît pas, j'ai peu de chances d'avoir une place, une identité. Bonjour Séverine et bonjour Lola. J'ai peu de chances d'avoir cette place, cette identité, cette valeur du coup. Si j'ai pas de valeur, comment je construis ma vie? Bien. Ça, on parle pas de l'amour encore. Il y a une autre valeur, c'est être aimable. L'enfant, pour moi, il va naître comme un livre blanc, des pages blanches, sur lesquelles les parents vont écrire je t'aime, je te fais confiance, je te trouve beau, t'es malin, etc., etc. Et c'est l'enfant va devoir ressentir l'amour qu'on lui verse pour sentir qu'il est aimable. S'il ne ressent pas d'amour, c'est qu'il n'est pas aimable, tout simplement. L'enfant ne peut apprendre les émotions qu'en les ressentant. Il va ressentir très bien la peur du bruit énorme ou de son père qui hurle. Son père qui, rappelons-le, est censé le mettre en sécurité, dans cette reconnaissance, dans cette place de ce clan. Si le père hurle dans le clan, la sécurité, elle n'y est plus trop. Donc le père devient plutôt dangereux. Le père, mais aussi le masculin, donc l'homme. Il y a des raccourcis très, très, très vite qui se font dans la tête des enfants, puisqu'ils sont en apprentissage permanent de tout ce qu'on est. Revenons à la mère. Euh, la mère doit aimer son enfant inconditionnellement. Son travail, si c'est un travail pour elle, c'est dommage, mais son rôle euh, est d'aimer cet enfant inconditionnellement, sans retour. Je n'aime pas mon enfant pour avoir de l'amour. Sinon, c'est de l'amour conditionné. Vous avez peut-être connu ça, une tante, une grand-mère, ou une mère, dans le pire des cas, qui vous aime pour ne pas être seul, pour qu'il y ait quelqu'un pour la réconforter. Elle va se servir de l'enfant. Et en se servant de l'enfant, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle lui apprend que son amour est conditionné. Je t'aime si, en retour, tu m'aimes. Donc, en fait, je t'aime pas pour toi. Je t'aime pour que tu me donnes de l'amour. L'enfant, lui, à sa place, ah, je suis pas aimable. Je suis pas aimable, on m'aime pas pour moi. Donc, mon moi n'est pas aimable. Qu'est-ce que ça va créer, ça? Ça va créer, encore une fois, dans la grotte de l'homme préhistorique, un danger de mort. Si l'enfant n'est pas aimé par sa mère, non seulement il n'est pas nourri, mais en plus, il n'est pas réchauffé. Il n'y a pas de chauffage à l'époque. Sa mère est là pour le nourrir et le réchauffer. Elle a deux fonctions vitales pour sa survie. Nourrir, réchauffer. Si maman m'aime pas, elle me pose à côté, elle ne me nourrit pas. Elle passe son énergie à survivre, elle, mais pas moi. Donc, si je suis posé à côté, je meurs de froid, premièrement, avant de mourir de faim, mais si jamais c'est l'été, je mourrai de faim derrière, puisqu'il n'y a pas de maternité, il n'y a pas tout ça. Notre inconscient archaïque, pour survivre, a très vite compris que s'il n'avait pas l'amour de maman, c'est mort. Donc la peur d'échec affectif, elle nous ramène à ça. Si l'autre ne m'aime pas, je vais recontacter cette mémoire limbique archaïque humaine qui date de plusieurs millions d'années de je ne suis pas aimé. Si je ne suis pas aimé, je vais mourir. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je dis on va chercher quelqu'un qui nous aime inconditionnellement, comme maman. Et si jamais l'autre juge que on n'a pas fait quelque chose de bien, eh ben, dehors, je t'aime plus, je m'en vais. Et là, on recontacte à nouveau ce cerveau limbique avec sa blessure de je ne suis pas aimé. Cette blessure-là, elle est valable que chez les enfants qui n'ont pas ressenti l'amour.
Alors, je parle là du rôle de la mère pour l'enfant. C'est un peu réducteur, dans le sens où l'enfant peut ressentir l'amour aussi, bah, peut avoir une mémoire de je ne ressens pas l'amour, pardon, aussi parce que des ancêtres avant lui dont il porte l'histoire n'ont pas eu l'amour ou ont perdu l'amour. C'est des enfants qui ont perdu leur mère très jeune, par exemple, morte en couche, morte avec la naissance de mon frère un an après. C'est des mémoires qui sont inscrites où je perds l'amour de maman. Et ça, c'est insupportable pour un enfant de perdre l'amour. Parce que l'amour, c'est la chaleur, c'est l'importance. On m'aime pour ma personne, à moi. C'est ma personne à moi qui est aimée. Donc, la peur de l'échec affectif, elle est la peur que je ne sois pas aimé moi pour moi-même. Est-ce que c'est clair? Si vous avez des questions, vous les posez dans le chat en live. Même, j'arrive à le lire en même temps que je vous parle. Profitez de cet espace pour poser vos questions parce que elles sont toujours pertinentes et elles vont faire avancer beaucoup de gens qui vont voir la vidéo derrière. Et moi, elles me font reformuler des choses différemment de ce que j'ai fait. Je résume. J'ai peur d'échec affectif parce que ça va me replonger dans cette peur archaïque de manquer d'amour, donc de potentiellement pas survivre. J'ai peur de la solitude parce que j'ai cette peur affective de ne pas appartenir à un clan, donc de ne pas pouvoir survivre. On est là au niveau archaïque, notre cerveau limbique. D'accord? Reptilien, même, on pourrait dire. C'est un peu plus loin reptilien, mais ok. Euh, donc, qu'est-ce qu'on va faire consciemment pour être sûr que l'autre nous aime, pour être sûr que tout va bien, pour être sûr qu'on va continuer à être aimé, tel qu'on est. Attention, ça c'est important. Et donc, on va faire tout et n'importe quoi. On va rentrer dans ce qu'on appelle la dépendance affective. Parce que notre survie dépend de l'affectif qu'on a reçu ou qu'on va recevoir de telle ou telle personne. C'est-à-dire que si je ne suis pas aimé par elle ou par lui, qui représente tour à tour maman, papa, l'un, l'autre, mon grand-père qui m'a élevé, ma grand-mère qui était super aimante avec moi alors que ma mère était incapable d'exprimer de l'amour, ça peut être tout ça. Là, on a un peu le lien entre les parents, le transgénérationnel, mais ça reste qu'au grand-père. Si elle ou il ne m'aime pas, ben, je suis en danger. Je suis en danger de mort parce que ça vient rappeler à mon cerveau limbique, archaïque, que j'ai un risque de mourir. Si je n'ai pas d'amour, je meurs parce que je vais mourir de faim. L'amour me permet, l'amour de maman me permet d'avoir de la nourriture et de la chaleur. L'amour de papa, il est différent. L'amour de papa, il va donner une place, il va donner de la valeur. C'est une, L'amour de maman, il donne de la valeur affective. Je suis aimable. C'est ça que j'entends qu'un maman même, je suis aimable. J'ai de la valeur en tant qu'être. Papa, lui, va donner de la valeur en tant qu'être social. Tu as de la valeur, mon fils, tu as de la place, tu es intelligent, doué, tu sais faire ça. Bravo, félicitations, etc., etc. Je t'encourage, je te guide, je te soutiens, je t'aide à affronter les étapes de ta vie. Ça, c'est mon rôle. Si moi, en tant que père, je ne suis pas là pour toi, tu ne peux pas ressentir ça. Tu ne peux pas sentir que tu as de la valeur, puisque celui qui détient la valeur, c'est le père. C'est le père qui va donner de la valeur à l'enfant. Donc, si le père n'est pas là, s'il est absent, s'il travaille, et souvent, il y a beaucoup de pères qui travaillent énormément. Ils travaillent énormément pour une bonne raison logique, c'est en travaillant comme je travaille, je peux permettre à ma famille d'avoir de l'argent pour partir en vacances, pour vivre dans une belle maison, pour avoir une belle voiture confortable, etc., etc. Parce que avec notre dérive sociétale, on a transformé l'argent, on a transformé, pardon, l'amour en argent. L'argent, c'est le transposé de l'amour. On va revenir sur ça plus tard. On reste sur le père pour l'instant. Le père,
va donner de la valeur à son enfant, fille ou fils, peu importe. Euh, Bien sûr, elles seront captées de façon différente et il n'y aura pas les mêmes gestes et attention à avoir pour un garçon, pour une fille. Mais ça peut faire l'objet d'un live tout seul, rien que ce sujet-là. Euh, non, on est juste sur la valeur, la place. Le père doit donner de la place. Pour ça, il doit reconnaître son enfant, reconnaître dans ce qu'il est, dans la valeur, ce qu'il a, et dans ce qu'il peut faire. Il doit avoir une confiance absolue dans ce que son fils peut faire, sans jamais douter de ses choix. Il est là pour le soutenir, l'appuyer et le féliciter. Et éventuellement l'aider à se relever quand il est tombé, qu'il a échoué. Je donne souvent cette image-là de fonction du père et de la mère. Peut-être déjà donné, c'est vraiment très souvent que je la donne, donc peut-être c'est déjà fait sur Facebook. Un petit enfant qui apprend à marcher, il va tomber. C'est comme ça qu'il apprend. Il essaye, il expérimente, ça marche pas, je tombe. Il arrive après, hop, il fait un pas de plus. Bien. Quand il tombe, s'il se fait mal, il pleure. Et là, c'est la maman d'aller le prendre dans ses bras pour le rassurer, le réconforter. Pardon, le réconforter. Mon beau bichon, tu dois avoir mal. C'est terrible. Fais voir ton genou. Oh, je vais faire un bisou, ça va te soigner. Maman réconforte. Elle aime. Elle donne de l'amour et du réconfort, de la chaleur. Rappelez-vous, le réconforter, dans le confort, il y a cette idée de chaleur. Okay. L'enfant reçoit cette chaleur. Il se sent aimé. Et du coup, sa douleur, elle est moins difficile. Tout simplement parce qu'il va produire des hormones de bien-être qui vont aider à, à ce qu'il aille mieux. Et euh, ces hormones de bien-être vont aider la douleur. Après, il a besoin d'un guide pour apprendre à marcher encore. Et le guide, ça doit être papa. C'est papa qui emmène le garçon, qui lui explique comment il faut marcher. Il faut lever les pieds, il faut regarder où tu marches, etc. Qui l'aide, qui l'accompagne et qui le soutient, qui le tient par la main. Et cet homme qui soutient son garçon par la main, il est juste en train de transmettre à sa lignée ce qu'on lui a donné, dans le meilleur des cas, ou ce qu'on aurait dû lui donner. Et il va l'accompagner à avancer dans la vie. Il l'accompagne dans la société. C'est le rôle du papa. Et le rôle de la maman, elle, c'est de quelque part d'attendre et de réconforter l'enfant quand il est fatigué, quand il est triste, quand il a peur, quand tout ça. Je réconforte, j'aime. Et quoi que t'aies fait, mon enfant, je t'aime inconditionnellement. Même si tu dessines sur les murs. Papa va t'apprendre à respecter les choses. Mais pour t'apprendre à respecter les choses, il faut d'abord qu'il te respecte toi, en tant qu'être humain, dans ce que tu es. Et tu es potentiellement à 50% différent de lui, puisque 50% de tes gènes viennent de ta maman. Donc, papa, pour te respecter, doit parfois prendre sur lui et évoluer. Évoluer en accompagnant son enfant là où lui n'a jamais été, parce que c'est l'espace de son enfant. Et il doit mettre en sécurité dans cet espace-là. Donc, si son enfant décide de dessiner sur les murs, il y a un message de je veux être créatif et j'ai pas d'espace pour ça. La colère, dans ce cas-là, elle sert à rien parce que c'est fait de toute façon et qu'il y a un message qui est en train de passer. C'est parfois difficile parce que la maison est toute neuve, parce qu'on est en location, parce que plein de choses. Mais ça nous apprend aussi à écouter qui est cet enfant qu'on a en face de nous. Parce qu'on ne connaît pas, c'est tout petit. On le découvre au fur et à mesure qu'il grandit, comme il se découvre lui-même. Et notre boulot de père, c'est d'accompagner ça. La maman, elle va réconforter. Quand je tombe, quand je suis triste, quand je pleure. Donc, tout cet amour-là de cette mère qui va aimer inconditionnellement, même s'il écrit sur le mur, même s'il dit des choses méchantes, c'est je vais comprendre. Bonjour Angelina. Je vais chercher à comprendre pourquoi mon fils s'exprime de la sorte. Je vais chercher à comprendre
Qu'est-ce qu'il veut me dire à travers ses dessins? Il cherche à comprendre ce qu'il manque. Et globalement, c'est très basique. L'enfant manque d'amour, d'attention, de réconfort de la part de sa mère, et il manque de protection et de sécurité de la part de son père. Mais dans nos conscients adultes, c'est très compliqué d'entendre ça. Et on a tous nos schémas, toutes nos blessures, toutes nos anciennes histoires qui reviennent gâcher ça et qui reviennent abîmer ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre en colère contre ce fils qui a dessiné contre le mur. Et ce fils, il voit quoi? Imaginez, il a 1 an et demi, 2 ans, il fait 90 centimètres. Mettez-vous à sa place. Si vous faites ne serait-ce qu'un mètre 60. Okay, il a en face de lui un géant qui fait 3,20 m, qui pèse 4 fois plus que lui, 4 fois plus que vous, 4 fois plus que, allez, 60 kg pour 1,60 m. Ça fait 240 kg, 3,20 m. Il a des mains grosses comme votre visage. Et encore, il peut en tenir 2 à la fois. Si jamais cet adulte, cet homme-là, se met dans sa rage et sa puissance, il peut vous tuer. Et ça, l'enfant le sait. Parce que la puissance, elle est là. Imaginez-vous face à un géant de 3,20 m qui fait 240 kg. Évidemment, vous avez peur quand il hurle. Et vous êtes terrorisé. Terrorisé doublement parce que c'est lui qui est censé vous mettre en sécurité. C'est à lui que vous avez confié votre sécurité. Il n'y a que lui qui est là, dans cet espace, pour vous sécuriser. Donc, attention à votre violence, messieurs, et parce que ça va entraîner de l'insécurité chez l'enfant, qui va faire quoi? Qui va venir vous chercher, vérifier que vous êtes là quand il va grandir. Ça va être des enfants qui potentiellement vont faire des conneries d'adolescents, juste parce qu'il faut chercher la loi. Alors la réponse de l'homme, dans ce cas-là, c'est les règles. Je vais poser un cadre. Bien, je vais cadrer. Ouais. Et là, on oublie ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que l'enfant, pour être reconnu dans sa valeur sociale, dans ce qu'il est par son père, ce cadre-là qui est posé, qui est rigide, qui est dur et qui ne bougera pas, il va devoir le dépasser. Il ne rentre pas là-dedans. Ça, c'est la partie qu'il a héritée de son père. La partie de sa mère, c'est ça en plus. Et ce rond-là, plus ce rectangle-là, ça fait lui. Mais dans son inconscient, il a mélangé le rond et le carré, et peut-être que c'est là sa place, ici. Si le père limite là, alors que l'enfant veut aller là, là, il n'est pas en sécurité parce que le père n'est pas là. Donc c'est au père de non pas construire un cadre rigide, mais je vois plutôt moi un boudin gonflable très très souple. Le but étant de mettre cet enfant en sécurité par rapport aux agressions extérieures. C'est l'extérieur qui est agressif pour l'enfant. Le rôle du père, c'est protéger ça, cet enfant-là, à une place où lui n'est jamais allé parce que son cadre était juste limité à ça. Le travail du père, c'est d'étendre ça à l'identité de son fils ou de sa fille. Et dans cet espace-là, l'enfant sera en sécurité. Et c'est un travail énorme d'évolution pour le père, qui lui a parfois reçu un cadre très très rigide et très très strict. Et c'est très compliqué pour le père de remettre en question tout ce qu'il a eu, puisque finalement, il est adulte, il a un travail, il a de l'argent, une maison, donc c'est pas si mauvais que ça ce qu'on va donner. Non, c'est pas que mauvais. Je suis d'accord. Il y a du bon à garder. Mais tout ce qui va être sécurité de l'enfant, violence, c'est compliqué. C'est compliqué pour l'enfant. Et ça crée des enfants qui ont peur, des filles qui ont peur des hommes qui sont violents, et des garçons qui ont peur de leur propre potentiel violence. En fait, ils ont peur de leur potentielle puissance. Rappelez-vous ce géant qui fait 3,20 m de haut, qui pèse 240 kg. Probablement, parce que c'est un petit géant, en fait, qu'à 1,60 m. Ce géant-là, il peut vous tuer. Il peut vous tuer.
mais il peut aussi assurer autour de vous une protection, une sécurité énorme contre tout le reste. C'est un monstre de protection. Et s'il y a un monstre d'amour dans cette protection-là, l'enfant peut s'épanouir parfaitement. Mais quand on n'a pas ça, cette peur de perdre l'affectif, c'est l'affectif de maman où on est rassuré, encore, je le répète. Il y a plein de gens qui viennent en plus au fur et à mesure. La peur de perdre l'affectif, c'est l'amour de maman qui donne la valeur de je suis aimable. Ok. Mais c'est aussi l'amour de papa qui donne de la valeur tout court, la valeur d'être social. Papa qui fait l'effort d'agrandir son cadre pour venir m'accompagner dans cet espace-là où moi j'ai besoin de grandir parce que mon identité, que toi, papa, également, vous avez faite, elle est là. Elle n'est pas dans ton cadre, papa. Elle n'est pas dans ton cercle, maman. C'est comme ça. Et du coup, cette peur de perdre l'affectif, comment elle va se traduire chez nous, adultes, dépendants affectifs? Elle va se traduire par je vais changer mon comportement pour te plaire, pour que tu n'aies rien à dire, rien à redire sur qui je suis. Donc en fait, je vais changer mon identité, moi, d'homme, je vais changer mon identité, moi, de femme, je vais être moins brillante, moins lumineuse, moins pétillante, parce que j'attire les hommes. Et toi, tu supportes pas ça. Donc moi, je vais devoir détruire mon identité pour pas perdre ton amour. Vous croyez que ça tient combien de temps, ça? Et à l'opposé, l'homme qui va devoir être moins quoi? Moins lui-même, tout simplement. Être soi-même, c'est être dans la capacité d'exprimer sa colère juste face à des gens qui peuvent l'encaisser. C'est pas profiter de sa violence, c'est pas profiter de sa force, c'est et c'est pas changer sa façon d'être. Si on n'aime pas les brocolis, on n'aime pas les brocolis. On va pas en manger pour faire plaisir. Si on a besoin de temps en temps d'aller s'extérioriser en faisant un footing ou de la boxe ou autre chose, on peut le faire. On doit le faire. On doit le faire pour rester nous-mêmes. C'est pas contre l'autre, c'est pour nous. Mais à partir du moment où on commence à rentrer dans un moule qui n'est pas à nous, on perd notre identité d'homme, on perd notre puissance. Et bien souvent, ce que demande la femme dans ce changement d'identité, c'est perdre cette puissance. Parce que la femme, là, qui vient nous chercher nous, elle vient nous chercher nous parce qu'on a appris, avec maman, que pour être aimé, il faut correspondre à son modèle. Donc je brise mon identité, je brise parfois ma puissance physique, sexuelle, intellectuelle, créative, j'en sais rien. Je brise tout ça parce que maman, elle est autrement. Et cette femme-là, elle vient me chercher moi parce que je suis pas trop masculin. Donc je ne fais pas peur à elle qui a eu un père violent. Ce père violent va être le conflit majeur de cette femme-là qui a peur des hommes violents. Et quand moi j'exprime ma violence parce qu'on vient marcher sur mon territoire, je fais peur à cette femme. Donc, mince, je perds son amour. Donc je casse cette violence-là, je l'écroule, je perds mon identité, je m'écrase, et finalement je suis de moins en moins masculin. Donc qu'est-ce qui va se passer dans le couple? Et là je vous renvoie au webinaire d'avant. Et bien je suis plus capable d'assurer la protection de cette femme-là. Parce que j'ai cassé ma puissance. Parce que cette petite fille qui avait besoin de son papa en sécurité, elle a besoin d'un homme maintenant pour la protéger de l'extérieur, pour qu'elle puisse se développer à l'intérieur. Cet homme-là qu'on a castré par sa maman qui demande qu'on soit bien comme il faut, bien sage, bien gentil, qu'on ne fasse pas de bêtises et qu'on soit bien dans le moule, il a perdu sa puissance. Pas puissant, elle veut de la protection, mais elle veut pas de violence. Si j'ai pas de violence, je connecte pas à ma puissance et je peux pas te protéger. Du coup,
Je vais rester là, je vais faire plein de choses toutes mielleuses, toutes douces, toutes gnangnang, qui vont faire que tu vas plus te croire, te voir comme une petite fille que comme une femme. Et finalement, ben, tu vas te détourner parce qu'en fait, tu as besoin du masculin. Et moi, je vais changer mon identité pour que toi, tu m'aimes. Ça marche pas. Et que si moi, je reste dans mon masculin, mais que je le guéris, c'est-à-dire que je sors de ma violence, je sors de celle que j'ai apprise, je reprends ma valeur, moi, tout seul, celle que mon père m'a pas donnée. Je me redécouvre moi-même avec ma valeur, où j'aurais pas peur de te perdre, parce que si je veux te connecter avec toi, ben, il faut que ce soit équilibré. Et là, je pourrais être homme. Et là, tu pourras te dire, ah, tiens, il est homme, mais il n'est pas violent, il est juste. Donc, je peux potentiellement, moi, m'ouvrir face à lui. Parce que moi, de mon côté, j'ai travaillé sur la violence de mon père. Et j'ai lâché ce conflit-là. On est juste en train de parler de travailler chacun de son côté sur son conflit. Et là, on n'a plus peur de perdre l'affectif de l'autre. L'autre n'est qu'un représentant de ce qu'on n'a pas eu, de papa et maman. Donc, je vais me mettre dans le moule, je vais perdre mon identité, et petit à petit, je vais en crever. Parce que c'est pas ça ma vie. C'est pas ça mon identité en tant qu'homme. Et si en tant que femme, je dois perdre ma lumière, ma brillance, ma joie de vie, ma liberté, pour ne pas créer trop de jalousie chez cet homme-là, et ben je perds mon identité, ben finalement je me casse parce que c'est pas moi ça. On est tous en recherche de notre identité en permanente. Et dans le couple, c'est un endroit où potentiellement on va perdre notre identité si on reste chacun sur nos conflits. Le message de ce soir, pour terminer à la 32e minute, c'est travailler chacun sur vos conflits, d'hommes violents principalement chez les femmes, de femmes castratrices principalement chez les hommes, pour pouvoir retrouver dans le féminin masculin. Il n'y a pas que ça comme conflit, hein, je dis principalement parce que c'est ce qu'on trouve le plus souvent dans les traits de caractère des parents. Une femme qui n'aime pas, n'est pas dans l'amour et ne veut pas de la violence qu'elle a reçue de ses parents. Une mère ne veut pas de la violence qu'elle a reçue de ses parents, donc elle va empêcher son garçon de devenir un homme parce que potentiellement il va devenir violent puisque c'est un homme. C'est la castration des enfants par l'amour, dans la beauté et la douceur. Mon amour, mon enfant, mon chéri, mon petit trésor à moi. Quand on a 20 ans, il dit non, ça ne me plaît plus là. Bref, c'est le comportement de la mère. Il y a plein de résonances. On a peur d'être seul parce qu'on vit en clan depuis des millions d'années. Et pour pas être seul, on va se plier à faire n'importe quoi pour rester avec l'autre, dans un sens ou dans l'autre. Okay. Et pour être aimé, c'est pareil. On va briser sa propre identité pour que l'autre nous donne l'amour qu'on n'a pas eu de nos parents. Alors que c'est pas chez l'autre qu'on doit aller le chercher, c'est chez nos parents. Pour ça, il y a plein de possibilités de travailler sur toute l'histoire avec nos parents. Énorme possibilité. Il y a plein de vidéos sur YouTube que j'ai faites qui parlent de ça. Bref, on a plein de solutions. Il faut juste être conscient de ça au départ. Quand on est conscient de ça au départ, ça devient vachement plus facile de ne pas s'embarquer dans des conflits de couple qui sont basés juste sur tu m'écoutes pas, tu es jaloux, ou tu m'aimes pas, j'ai plus de geste d'amour. Ça, c'est classique. Et malheureusement, ça vient toujours à un moment ou à un autre. Une femme qui ne se sent pas considérée, pas protégée par son homme, qui lui n'a plus ça, et qui lui, du coup, se sent plus aimé, et va se mettre à faire un peu n'importe quoi pour changer son identité, ce qui va amener qu'à une chose, c'est d'avoir marre à un moment et se claquer la porte. Et pareil pour elle. Elle va claquer la porte, des fois, souvent avant. Souvent avant parce que, rappelez-vous, c'est la mère qui donne l'amour, donc l'homme va chercher cet amour-là chez cette femme,
pensant que c'est sa mère, croyant que c'est sa mère ou, ou inconsciemment projetant sa mère sur elle, ce qui est la même chose. On peut le voir en transgénérationnel aussi. Donc elle est face à un petit garçon, pas un homme. Elle doit donner de l'amour à un petit garçon pour qu'il se sente bien. C'est pas ça le travail de l'homme. Le travail de l'homme, c'est travailler sur lui, sur son histoire pour ne plus avoir besoin de l'amour de cette mère. Et du coup, c'est souvent elle qui part en premier, parce que lui est incapable de se passer de l'amour de maman. Alors qu'elle est complètement capable de se passer de la sécurité de cet homme violent, qui n'en donne pas. Elle s'en va par insécurité. Lui s'en ira parce qu'il se fait marcher dessus, parce qu'il se fait écraser, parce qu'elle peut être aussi castratrice, etc., etc. On peut tout retrouver dans le couple. En tout cas, pour moi, dans le couple, vont se jouer toutes nos peurs de ce qu'on a vécu nous en tant qu'enfants face à nos parents. C'est là que va tout se rejouer. C'est pour ça que quand je travaille sur les histoires des gens, je prends leur couple en référence, je vois ce qui va pas dedans, ça me donne des pistes sur ce qu'on peut faire, et je renvoie vers les parents. Et je vais travailler avec les parents en changeant l'histoire qu'on a eue avec les parents. Mais ça, c'est un autre sujet dont on parlera un autre jour, puisque je vous ai tenu jusque-là pendant 35 minutes, et je suis très content de vos bonjours, mais bon sang, posez-moi des questions. Faites avancer le schmilblick. Bien, merci de votre attention. Cette vidéo sera en replay sur ma page Facebook. Je la mettrai aussi sur YouTube pour que les gens à l'extérieur puissent voir ça aussi. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain. Je vais recréer un nouvel événement ce soir, je pense, pour un prochain rendez-vous lundi prochain. Prochain rendez-vous lundi prochain, c'est bien, c'est prochain ça, tout ça. Et quel sujet vous voulez qu'on voit? Peut-être que ce sera quand même le décodage biologique, ou peut-être que ce sera complètement autre chose. Il y avait aussi un sujet sur la colère qui m'était exprimé. Euh, J'aimerais bien euh, parler de cette colère, voir la différence entre émotion et ressenti. Il y a une énorme différence, mais j'en dis pas plus. Je garde 30 minutes pour la prochaine fois. Bonne soirée à vous, merci et à bientôt.